Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. On évoquait l'affaire Nicolas Hulot, on va parler de celle de Damien Abad, accusé là aussi d'agression sexuelle. Vous dites, Julien Drey, que le rapport entre les femmes et les hommes risque d'être déséquilibré. Il l'a été pendant des millénaires, non, voilà, Julien. alors, je sais, j'ai beaucoup d'amis qui me disent c'est un temps difficile pour les hommes, mais il fallait en passer par là pour pouvoir rééquilibrer les choses, parce que pendant des années, il y avait la loi du silence, parce qu'on était soumise à cette loi, etc. Alors, je comprends cela, mais je pense que la question qui est posée, c'est, je prends un exemple très simple. La galanterie, moi, ça fait partie de mon éducation. Mais c'est vrai que des fois, je me pose la question de savoir si mon geste galant va pas être mal interprété. Voilà, j'ouvre la porte de l'ascenseur, je dis bonjour, je porte un... Vous complimentez sur la tenue. Je complimente sur la tenue, je l'ai fait à votre égard, mais à chaque fois, vous avez remarqué, je vous dis... Vous m'avez demandé si je peux me permettre. Voilà, vous voyez quand même que... Bon, alors vous allez me dire comme ça, on s'éduque. Peut-être qu'il faudra passer par là. Voilà. Alexandre Devecchio. Non, mais moi je pense que aussi que les jeunes puissent draguer, qu'ils puissent avoir un peu de grivoiserie, un peu de galanterie, ça fait partie du charme de la France et je dirais de la nature humaine. Je pense que les filles vont finir par s'ennuyer si elles ont des hommes terrorisés. Mais comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Et je peux le dire. C'est rétrograde à mort. Je ne suis pas rétrograde. Je pense qu'au contraire, Julien a connu les années 70. C'était une période où il y avait un féminisme naissant, assez dur, mais qui était un féminisme qui revendiquait l'égalité des droits et pas que les femmes soient des petites choses pas capables de remettre en place un homme. Je crois qu'on est dans une histoire victimaire et là on est en train de faire, comme on a fait parfois d'ailleurs dans l'antiracisme, des minorités, des victimes par essence, on est en train de faire les femmes des victimes par essence. Je ne crois pas que ce soit Je ne crois pas que c'est du tout le statut qu'elle revendique. Je crois que c'est une Elle agression. revendique le droit de ne pas être agressée, pas être violée et pas être frappée. Après, les agressions, c'est évidemment autre chose. On parlait de la galanterie, Laurence. On ne parlait pas des agressions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... La galanterie n'est pas répréhensible. Ou de la grivoiserie. Non, la galanterie et la grivoiserie, c'est pas la même chose. Je dirais, le féminisme que moi j'avais connu dans les années 70, c'était un féminisme de la joie de vivre. C'est-à-dire, c'est un féminisme... C'était aussi le droit à l'avortement, c'était le droit de vote, c'était un certain nombre de choses de féminisme. Au sens de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans l'idée de trouver une harmonie dans ces rapports et de libérer les femmes de ces tutelles qui existaient et qui étaient terribles et dramatiques. 1965, je crois, pour avoir le droit d'avoir un compte chéquier séparé de son mari. Je remets tout ça en perspective. Moi, j'ai commencé ma vie militante en défilant dans la rue pour le droit à l'avortement et en défendant les militants du planning familial et en protégeant les femmes qui allaient se faire avorter en Angleterre et qui étaient agressées par un certain nombre de mouvements à l'époque. Qui ne voulaient pas de cela. Donc je vous dis pas, mais il y avait ce phénomène de joie de vivre et d'envie de vivre ensemble, de revivre ensemble à égalité. Et je pense que c'est ça. Alors maintenant, si vous me permettez, une remarque. Moi, je suis d'accord pour tous les combats féministes, mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est que il y a des combats féministes terribles à mener dans le monde aujourd'hui. Terribles. Ce qui est en train de se passer en Afghanistan. Moi, si vous voulez, j'ai la rage au ventre. Si j'avais 20 ans, je descendrais dans la rue, j'irais faire des piquets. Alors, je peux le faire encore, mais j'irais faire des piquets de manifestation devant l'ambassade afghane. On remet les voiles partout. Rappelez-vous ce que nous avez dit. À la télévision, les présentatrices sont obligées de se voiler la face. Je vous signale que les présentatrices sont d'abord descendues dans la rue et qu'elles ont été réprimées, qu'elles ont été obligées de l'admettre. On revend des petites filles de 5 ou 6 ans pour qu'elles se marient avec des hommes. Voilà la réalité. Quand les familles sont pauvres. Ouais, quand les familles sont... Pas que quand les familles sont pauvres. Julien, j'ajouterais que non seulement les féministes ne dénoncent pas cela, mais en plus, pour une grande partie d'entre elles, nous expliquent que le voile, les féministes soutiennent le burkini. Donc j'avoue que moi, j'ai du mal à prendre au sérieux... Toutes les féministes non plus, Alexandre. Une partie, j'ai dit une partie d'entre elles. Et pour le coup, ça, le burkini, le voile, et je ne parle même pas de ce qui se passe en Afghanistan, c'est vraiment rétrograde. Je dirais même que c'est ultra réactionnaire. Non, alors que les choses soient claires, parce que si je connais le procès, on va me dire oui, vous vous servez de ça pour éviter d'avoir... Mais je dis l'un n'efface pas l'autre. Et je pense que le mouvement féministe actuel, en tous les cas, une partie de celles qui sont au devant de la scène, gagnerait aussi à montrer qu'elles sont intransigeantes dans ces combats-là. Il y a des grandes voix comme Elisabeth Badinter qui disent aussi qu'on n'arrivera qu'au moment de l'harmonie entre les femmes et les hommes, y compris de l'harmonie. Donc ça, oui, le problème, on n'est pas tous dans une logique d'affrontement. Le problème, c'est qu'Elisabeth Badinter, elle fait pas de procès public.
Non, elle est très opposée aux néo-féministes, Elisabeth Badinter. Elle fait très attention à ce qu'elle dit en la matière. Moi, je suis pas en train de faire le procès des uns ou des autres. Je dis simplement que dans le combat féministe, si tout d'un coup, on oublie tout ce qui, d'après moi, est quand même l'essence même de la liberté des femmes, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer en Afghanistan, c'est quand même l'horreur absolue. Et là, maintenant, il y a une sorte d'omerta qui se fait, c'est-à-dire on regarde plus, on sait plus que ça existe. Bon, je suis désolé, mais je suis gêné. Voilà. Alors, on va revenir à l'actualité politique. C'est l'affaire Damien Abad, avec cette polémique qui ne faiblit pas autour de la nomination de ce ministre des Solidarités accusé d'agression sexuelle par 2 femmes. On a eu tout en l'air en ligne Muriel, qui est l'ancienne aide-soignante de Damien Abad. Elle a été à ses côtés pendant plusieurs années. Écoutez le témoignage qu'elle nous a apporté, parce qu'il dit la réalité du handicap de Damien Abad. On l'écoute. Moi, quand j'intervenais chez lui, Damien a toujours été très respectueux, dans le sens où il arrivait à se débrouiller pour prendre sa douche tout seul. Par contre, moi, j'intervenais pour l'essuyage et puis l'habillage, parce que pour lui, il est dans l'incapacité de mettre une chemise, encore moins de la boutonner. Quand j'ai entendu les accusations portées sur Damien, de la façon dont je me suis occupée de lui pendant pas mal d'années, j'ai pas compris. Après, loin de moi de remettre en cause les témoignages des jeunes femmes, mais quand on explique qu'une jeune femme a bu une coupe de champagne au restaurant et qu'après elle s'est réveillée dans son lit, je me dis que c'est ubuesque, dans la mesure où je vois pas comment Damien Abad aurait pu la porter. Julien Drey, on a le témoignage de quelqu'un qui était auprès de Damien Abad de 2009 à 2012, qui dit qu'il est incapable de mettre des chaussures, de fermer sa chemise. La justice, là, pour l'instant, n'est pas saisie, puisqu'il y a 2 plaintes qui ont été classées sans suite et une autre plaignante anonyme qui n'a pas déposé plainte. Donc, ce qui n'est pas une plaignante, une femme. Là, est-ce que la polémique doit s'arrêter ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cet engrenage ? Faut que, je sais pas, mais voyez le côté voyeuriste dans lequel on est. C'est-à-dire, moi-même, hier, quand on en a débattu, je vous disais que j'avais beaucoup de prévention, parce que je voulais pas évoquer son handicap et que je voulais pas qu'il devienne une sorte de prétexte, et j'étais prudent. Mais regardez, dans la logique, comment les choses évoluent. Maintenant, on a des intervenantes qui viennent témoigner. Bientôt, il va falloir reconstituer les gestes. Je pense que la seule solution, c'est que la justice, elle a donné son avis, elle redonnera peut-être son avis, il faudrait peut-être qu'elle redonne son avis, et puis à un moment donné, après, je sais plus comment on fait. Alors, on va écouter Xavier Bertrand, parce que lui, il estime que et le président de la République et la première ministre Elisabeth Borne étaient au courant de ce qui s'était passé pour Damien Abad. On va l'écouter, il était interrogé ce matin sur Europe 1 par Sonia Mabrouk. Bien sûr que non. Allons, qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la première ministre, Mme Borne, ne savait pas. Vous savez, quand elle l'a dit qu'elle ne savait pas. Allons. Quoi, elle a menti sur un sujet aussi grave et important. Elle aurait menti. Je pense qu'il est important aujourd'hui de bien poser la question sur ce qui s'est passé quand vous êtes nommé ministre aujourd'hui. Vous avez à la fois une forme d'enquête qui est menée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie financière, de la vie politique, pardon. Le deuxième sujet, c'est que vous avez également les impôts qui sont sollicités pour savoir s'il n'y a pas de problème dans le dossier fiscal. Et la justice est aussi interrogée pour savoir s'il y a pu y avoir, ou autre, à un moment ou un autre, des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Et puis moi, je connais Damien Abad. Il en a forcément parlé de ce sujet, parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut à un moment donné venir perturber la vie gouvernementale ? Il est évident que M. Macron, Mme Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause. Donc, Alexandre Devecchio. Ils étaient au courant, l'exécutif était au courant. Mais en fait, ils étaient au courant qu'il y avait 2 plaintes classées. À partir du moment où il y a 2 plaintes classées, si la justice a classé les plaintes, je ne vois pas pourquoi ça l'empêcherait d'être ministre. Ensuite, a posteriori, il y a un article de Mediapart
fondée sur un témoignage anonyme, et pour l'instant, il n'y a que ça. La justice n'a pas ouvert d'enquête, donc je suis désolé, et je trouve que Xavier Bertrand, on pourrait lui renvoyer dans les dents, pardonnez-moi de parler comme ça, parce que peut-être qu'il y avait des gens aussi qui, si vraiment il a un mauvais comportement avec les femmes, qui savaient à l'UMP. Donc non, je trouve que c'est pas... je suis pas convaincu, puisque je suis encore une fois sur une question de principe, et je pense qu'il faut respecter la présomption d'innocence, qui plus est quand il n'y a pas d'enquête d'ouverte. Mais j'aimerais revenir sur le témoignage de l'aide-soignante. C'est tout le problème de faire du déballage médiatique comme ça, c'est que là on est en train de faire l'enquête sur les plateaux de télé et en train d'enquêter effectivement sur la vie privée de Damien Abad, qui avait peut-être un peu de pudeur. Je vous précise, Alexandre, que cette dame a souhaité témoigner. Non, mais c'est elle-même qui a démarché les médias, et elle l'a dit parce qu'elle voulait prendre la défense de Damien Abad qu'elle estimait. Elle a bien fait de le faire d'ailleurs. Mais CNews a bien fait de prendre ce témoignage-là. Mais le fait que Mediapart ait révélé une affaire fondée sur un témoignage anonyme sans que la justice ne soit passée, c'est ce que je vous dis, ça nous conduit, ça met tout le monde dans l'obligation de faire la justice sur les plateaux. Et cette dame, on voit qu'elle était gênée, qu'elle voulait respecter la pudeur de Damien Abad, mais elle a essayé de l'aider en disant des choses qui lui paraissaient justes. Mais c'est pas normal qu'on soit obligé de faire ça maintenant. Et ensuite, je voudrais revenir sur Mediapart et sur ce témoignage anonyme. C'est vrai qu'Edwy Plenel aujourd'hui dans la profession est vue comme un saint, comme le modèle absolu du journaliste. C'est vrai que des fois il y a eu des enquêtes qui se sont révélées exactes. L'affaire Cahuzac qui était basée sur une dénonciation, c'était pas vraiment une enquête, mais il y a eu aussi des dénonciations fausses. Julien Drey parlait de l'affaire Baudis qui était déjà une affaire de mœurs. C'était totalement fantaisiste, ça a pourri sa vie. Il est mort, je crois, quelques années après d'une maladie parce que sans doute cette affaire l'avait ébranlé. Donc là, il faudrait aussi revenir sur l'éthique de Mediapart et de certains journalistes. Je pense que sortir un témoignage anonyme comme ça, pour moi, c'est pas, je le dis, c'est pas éthique journalistiquement. Maintenant, la justice dira ce qu'elle a à dire si Damien Abad est coupable de quelque chose. La question qui est posée, c'est que c'est évident qu'ils ne peuvent pas dire on ne savait pas, puisque 2 plaintes existaient. Et là-dessus, Xavier Bertrand a raison. Quand on constitue un gouvernement, tous ces éléments-là, ils sont sur la table. Oui, mais elles sont classées. Alors, la question, évidemment, c'était que les plaintes, ils le savaient, mais qu'elles étaient classées. Mais derrière, la deuxième question, c'est est-ce qu'il fallait prendre le risque au regard du monde médiatique dans lequel on est et du rôle que joue un certain nombre de médias qui utilisent, qui instrumentalisent et existent d'un certain point de vue grâce à cela. Ils ne pouvaient pas imaginer que cela allait passer inaperçu et qu'il n'y allait pas y avoir. Donc est-ce qu'ils n'ont pas pris le risque de surexposer M. Abad en le nommant ministre en sachant que tout ce qui allait se passer? Et ça, c'est le dialogue qu'ils auraient dû avoir avec M. Abad, qu'ils auraient dû avoir entre eux. Et d'après moi, la prudence aurait dû être de mise. C'est vrai que politiquement la situation risque d'être intenable, mais en même temps ça veut dire que aujourd'hui il peut y avoir des plaintes classées et en fait votre vie politique elle est foutue, enfin pas totalement foutue, mais vous pouvez plus être ministre alors que la justice est passée. C'est que là il y a des justices parallèles aujourd'hui dans ce pays. Alexandre, je pense que le moment est venu que calmement et sereinement, dans les assemblées, l'ensemble de ces dispositifs soit revisité pour créer les conditions de quelque chose qui soit équilibré. Parce que effectivement, maintenant, on est dans le subjectif, c'est-à-dire on se dit les plaintes ont été classées, donc ça va passer, mais en même temps, on sait que ça ne passera pas. Parce qu'il y aura forcément une submission qui sera rejetée et qui expose, vous savez, moi... l'ensemble du gouvernement. Voilà, qui expose l'ensemble du gouvernement. Vous savez, moi, je regarde M. Abad et je pense que, honnêtement, il doit pas être... Je sais pas ce qu'il a fait, voilà, mais je suis particulièrement... je sais pas, comme beaucoup d'autres, moi je suis pas un voyeur et j'aime pas le voyeurisme, mais je pense qu'il y a une souffrance aussi, qui n'excuse pas la souffrance des victimes s'il y a victime, hein, mais bon... J'aimerais juste qu'on écoute Mathilde Viau, qui est de l'Observatoire des violences sexuelles, qui s'est saisie notamment de cette affaire Damien Abad. Elle estime qu'il y a un 2 poids 2 mesures en politique. Écoutez-la. Le précédent mandat de Macron a commencé avec une mise en cause de François Bayrou pour emploi fictif. Il a démissionné. Il n'y avait pas de mise en examen, il n'y avait pas de fait supplémentaire de la justice. François de Rugy, il a été mis en cause pour 4 homards, il a démissionné. Ça veut dire qu'en réalité, des accusations de viol sont moins graves que 4 homards. On peut faire cette comparaison, Julien Drey? Non, on ne peut pas la faire, puisque les plaintes, elles ont été classées sans suite. Donc, c'est pas de la même nature. Je signale par ailleurs que oui, il y a 2 poids et 2 mesures.
Parce que cet observatoire-là, politiquement parlant, il est marqué. Il est marqué par, par un certain nombre de responsables de la France insoumise qui sont présentes. Mais j'ai remarqué que ces responsables de la France insoumise, lorsqu'il s'est agi d'une autre affaire, là aussi où M. Tahabouaf était présumé innocent, tout ça, ça s'est fait dans un huis clos. On nous a expliqué que les accusations étaient extrêmement graves, mais on ne saura jamais rien de ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas eu de plainte. Parce qu'il n'y a pas eu de plainte, mais parce que justement, il y a eu une forme de négociation qui visait à ce qu'il se retire contre le fait qu'il n'y ait pas de plainte. D'un tout petit mot, Alexandre. Les affaires ne sont pas de la même nature. Manger des homards n'est pas un délit, effectivement, mais il n'a pas été viré parce qu'il avait commis un délit. Il a été viré parce que symboliquement, politiquement, ça résonnait en contradiction avec les idées qu'il défendait, avec les idées qu'essayait de porter le gouvernement. Donc il y a une affaire politique d'un côté et il y a une affaire de mœurs de l'autre, et en plus une affaire, on l'a rappelé, classée. Le gouvernement ne savait qu'une seule chose, c'est qu'il y avait eu 2 plaintes qui étaient classées, la justice était passée. 18h30 sur Europe 1 et sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.